Place aux 4 vérités. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Ce matin, votre invité, c'est Alexis Corbière. Oui, Alexis Corbière, député La France Insoumise. Comme vous le savez, le réveil a été douloureux pour son parti, puisque son parti a divisé son score par 3. Tous ne sont pas prêts à tirer les leçons du scrutin. Il va le faire avec nous ce matin. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Caroline. Deux sujets que je souhaiterais aborder avec vous ce matin avant d'en venir à la France Insoumise. Bruno Le Maire s'est engagé à préserver l'avenir industriel de Belfort. Je rappelle que 1000 emplois sont menacés sur le site après l'annonce de GE. Il annonce qu'il sera à côté des salariés. Il annonce qu'il aura au téléphone le patron de General Electric. Qu'attendez-vous de Bruno Le Maire dans ce contexte ? Je crois, qu'il le dit hier, une de nos députées l'a interpellé à l'Assemblée nationale là-dessus. Tant mieux si l'État s'en mêle, il le faut. Nous pensons que la solution passe par la nationalisation du site. Ce dont on parle, c'est d'un enjeu stratégique. Stratégique. Si désormais notre industrie s'en va, et particulièrement dans des secteurs comme ce que fait l'usine à Belfort, c'est-à-dire le fait que nous puissions avoir une industrie qui nous permet notamment de faire cette transition écologique nécessaire. C'est quelque chose qui nous frappe directement d'un point de vue stratégique, du point de vue des intérêts de la nation, qui serait irrémédiable. Donc il faut ne pas laisser faire le privé. On voit bien que ce choix de céder, ce qui était Alstom, ce qui était quand même une entreprise qui était née de la volonté publique à un groupe privé, a été terrible. C'est une leçon, tirons-en la leçon que le privé, lui, n'a pas les mêmes intérêts que ceux d'un pays. Et le privé est là pour faire de l'argent, pour des raisons de profit, ils s'en vont, 1000 personnes se retrouvent sur le carreau. Le profit est de marché, ce que dit Bruno Le Maire. Il explique qu'il n'y a pas de débouché pour les turbines à gaz, ça c'était difficile de l'anticiper, si ? Je pense, oui, nous, ça fait un moment que nous disons qu'il y a un enjeu, effectivement, notamment quand je vous dis que nous avons parlé de transition écologique, ça renoue avec la belle campagne qu'on avait fait, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, quand nous parlions qu'il y a dans l'énergie maritime une potentialité, notamment pour faire cette transition écologique, pour sortir du tout nucléaire. Nous pensions directement, ça avait occasionné des visites de ce site, à ce que cette usine aurait pu faire ça. La puissance publique aurait pu l'imaginer comme État stratège. On a laissé faire. Alors évidemment, après coup, on peut dire oui, c'est compliqué, parce que l'État stratège n'était pas aux commandes de ce lieu. Donc il faut que l'État s'engage sur ce dossier-là. Là, je crois. Moi, je veux être positif dans le sens où, évidemment, que j'ai un certain doute, mais s'il le fait, faisons-le. Mais il n'y a pas d'autre solution, selon nous, sur le fait que l'État ne laisse pas partir ce site, et ça passe par le fait que nous reprenions le contrôle, notamment cette nationalisation. Alors, qu'attendez-vous de l'État sur un autre dossier qui va concerner 28 millions de Français. Oui. Samedi, une hausse des tarifs de l'électricité de 5,9%. Oui. Alors, d'un côté, on a le président d'EDF qui met en cause le poids des taxes. De l'autre côté, on a le ministre qui met en cause la dérive des coûts d'EDF. Vous êtes quel côté ? Sur le fait que ce système absurde, notamment, est dû au fait que désormais, ce qui était EDF a obligation de vendre un quart de sa production au privé en raison de l'ouverture du marché. Et pour maintenir la concurrence, on augmente les prix parce que précisément les groupes privés eux aussi augmentent. C'est absurde. C'est là aussi belle pédagogie, négative d'un certain point de vue, que cette ouverture au privé qui devait soi-disant être positive et faire que le client allait payer moins cher entraîne à ce que même ce qui est construit d'un point de vue public doit augmenter pour maintenir cette concurrence. C'est un système fou. L'État peut maintenir cette hausse. Vous attendez justement, puisqu'on évoque le rôle de l'État. Moi, je pense que nous avons dû la refuser. L'État a laissé passer la date du 15 mai où il aurait pu s'y opposer. Donc effectivement, désormais, il court un peu derrière les événements. C'est quand même terrible. 5,9% d'augmentation, ça nous concerne tous. Ça veut dire concrètement une baisse du pouvoir d'achat pour les Français. C'est encore possible, selon vous, de faire machine arrière avec de la volonté politique ? Oui, avec de la volonté politique, oui. Mais alors les décisions, je le répète, notamment pourquoi avoir laissé passer cette date où dès le 15 mai, l'État aurait pu dire non, ça montre bien que là, il y a une mise en scène que l'État désapprouve, mais globalement, à laisser faire. Ça, ce n'est pas bon. Bon, est-ce que vous avez compris, Alexis Corbière, ce qui s'est passé dimanche dernier ? Alors, je le disais, votre parti a divisé son score par 3. Bon, déjà, moi, je suis modeste. Je viens vous voir pour proposer des choses. C'est-à-dire, est-ce que j'ai compris ? Chacun jugera. C'est pas le moment aussi que chacun fasse la leçon aux uns et aux autres. Non, mais on peut tirer les leçons. Évidemment. Non, franchement, évidemment. Et il faut, là encore, quand j'ai dit le mot modeste, c'est-à-dire comprendre, lucidité. Et nous discuterons, évidemment. Je veux dire, il s'est passé quelque chose que nous n'attendons pas. C'est un échec. Donc, il faut ne pas être... il faut aborder ça. Moi, ce que je pense, peut-être sans doute que notre campagne, au bout d'un moment, a manqué un peu d'identité. Qu'est-ce que nous disions ? C'est compliqué. Sur le sujet européen, vous le savez, nous sommes critiques vis-à-vis des traités, mais peut-être que durant cette campagne, c'était compliqué d'expliquer qu'il faut sortir des traités, mais nous expliquer en même temps que nous ne voulons pas complètement bouleverser l'Europe. C'était pas lisible. On s'y perdait. Moi, je veux renouer le fil de ce qui a fait notre grand succès, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Il me
semble qu'à ce moment-là, ce qui faisait notre force, c'est que nous avions une singularité d'un mouvement qui veut donner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir, notamment d'une critique de la Ve République. Et il faut en parler d'un système désormais où les choses se passent sans le peuple, où une abstention de masse est là, où le gouvernement actuel est minoritaire et continue à agir. Comment on redonne le pouvoir? C'était notre idée de cette 6e République, c'est-à-dire que les citoyens aient des droits nouveaux. Il fallait que ce soit un message positif? Oui. Nous avons fait près de 20% des voix quand nous disons des choses qui disent aujourd'hui ces droits nouveaux, le droit de révoquer les élus, la possibilité de prendre en compte le vote blanc, surtout sortir vers le haut de cette 5e République qui étouffe la vie démocratique avec une assemblée constituante où notre pays se refondrait démocratiquement de manière républicaine. C'est en partie la revendication des Gilets jaunes? Et oui, c'est ça que nous avons trouvé positif dans ce mouvement qui ne disait pas que des choses justes, qui ne faisait pas que des choses à soutenir, mais qui quand même a porté cette idée d'un référendum d'initiative citoyenne parce que les citoyens veulent redevenir maîtres de leur destin et leur vie. Est-ce que c'est un problème de ligne? Oui, sans doute. Mais cette histoire que les citoyens veulent reprendre en main leur destin et leur vie, il faut que la France insoumise soit au service de ça en parlant social et écologique, et se tourner vers les abstentionnistes. Tout de même, ce qui a eu lieu dimanche, c'est qu'un Français sur 2 n'est pas venu. Et le couple, pardon de le dire comme ça, En Marche, Rassemblement national, qui a marché en tête, ne représente qu'un quart des électeurs, même pas. C'est-à-dire près de 80% des Français ne votent pas pour ça. C'est à eux que vous devez parler. Clémentine Autain, elle y est allée, elle a dit les choses. Elle a dénoncé l'état d'esprit polémique et clivant qui a sans doute pris le dessus en gros sur notre vision du monde et nos propositions. Elle dit: notre famille politique prospère quand elle s'appuie sur le ressort de l'espérance et non sur celui de la haine. Alors, moi, je suis d'accord sur le fait. Je trouve que ce qui n'est pas utile, c'est. Je ne vois pas bien de quoi elle parle en vérité. Là où elle a raison. Des outrances, peut-être. Là où elle a raison, c'est qu'il faut être positif. On a toujours dit ça. Notre force, c'est un grand projet pour le pays, redonner le pouvoir au peuple. Là où j'ai un désaccord, c'est pour ça que je profite de cette matinale, avec ce que semble dire Clémentine Autain, qui est une amie. Si c'est pour se retourner, parce qu'elle dit après, il faudrait essayer des passerelles vis-à-vis d'autres forces de gauche. Et en gros, l'idée, c'est renouer une alliance avec une petite gauche. Je ne suis pas d'accord, parce que nous avons subi un échec. Mais tous ces partis de gauche dont nous parle souvent Clémentine, que ce soit le Parti communiste ou d'autres, ont subi un revers encore plus cinglant. Donc la question surtout, c'est le registre. Moi, je pense que le clivage, à un moment donné, il est utile s'il fait débat. Vous savez, la stratégie de la conflictualité peut permettre, dans une société de communication, de faire entendre des choses. Et par contre, il faut être lumineux, toujours positif, fraternel. Est-ce qu'on a le droit de dire à la France insoumise qu'il y a eu des erreurs, notamment de comportement, qu'il y a eu des erreurs d'outrance de la part de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on a le droit de dire ce genre de choses à la France insoumise? Vous avez tous les droits, il n'y a pas de problème. Non, mais incluez-moi dedans, c'est pas le sujet. On a le droit. Non, mais est-ce que, parce qu'on a l'impression que du coup, on a la volonté de masquer ce qui n'a... Voilà, moi, je regarde une chose. Monsieur Bellamy, le candidat de la droite, il part de 20% à l'élection présidentielle, il termine à 8%. Y a-t-il eu une transe de la part de M. Bellamy à la droite? Aucune. Non, mais pourtant, monsieur Wauquiez doit rendre des comptes. Peut-être, mais pas, le problème qu'il a n'est pas un problème d'outrance, à ma connaissance, pour reprendre votre qualification. Donc, regardons-nous. Pas le même tempérament non plus. Oui, mais je veux dire, le résultat est quasiment le même. 20%, 8%. Je veux dire, c'est un peu feignant, cette histoire. Même si, sans aucun doute, il faut revoir plein de choses. Pourquoi pas? Mais fondamentalement, si des gens ne sont pas venus voter pour nous, et nous avons l'électorat le plus abstentionniste, entre celui qui a voté à la présidentielle et là, c'est que des gens ont considéré que notre campagne n'était pas utile pour eux. Et qu'est-ce qui est le point d'unité du rassemblement des gens? C'est si nous disons, nous sommes l'outil pour qu'ils retrouvent le pouvoir. C'est ça ma ligne politique. Retrouver cette ligne de rassemblement populaire qui va nous permettre de renouer avec notre électorat si nous sommes utiles dans les échéances qui viennent. Je pense que c'est faisable. Mais il y a du travail. C'est dit. Merci. Merci Alexis Corbière. C'est à vous, Damien. Bonne journée à tous les deux.